Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection Kiosque, ces magazines qui vous aident à connaître l'analyse de l'actualité politique bouillante en République démocratique du Congo. Deux sujets vont donc constituer l'ossature de cette émission. D'abord, le retrait du N23 dans la ville d'Ouvira après une pression internationale. Faudra-t-il admettre que c'est une victoire diplomatique? Analyse et commentaires dans votre émission des kiosques. Et puis, nous allons au cours de cette émission aborder cette question des arrestations de cadres en fait du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement, PPRD, c'est parti de formation politique cher à l'ancien président Joseph Kabila et Kabange. Si hier Emmanuel Shadari a été arrêté, aujourd'hui c'est Obem Minaku Nzalanjoko. On se demande pourquoi ces arrestations en série. Nous allons donc analyser toutes ces deux questions au cours de votre magazine Les Kiosques avec nos invités. Philippe Kazadi, vous êtes le bienvenu sur Kiosque. Félix Kazadi plutôt. Oh là là, Félix Tshisekedi. Je m'appelle Félix Tchamala plutôt en fait. Non, excusez-moi, c'est un lapsus. Oui. Merci. Non, je vous confonds avec Philippe Kazadi en fait. Okay. Ah oui. Merci d'abord pour l'invitation. Oui. Je salue Francis, je salue M. Kandi, et Cissé Traoré. Le plaisir est de partager ce matin ce plateau afin de donner au moins des éclaircissements sur certaines de questions qui choquent ou qui demandent de solutions en République démocratique du Congo, partager deux idées, ainsi de suite. Mais en entame, laissez-moi un peu le temps de féliciter ce qui s'est passé dans la semaine passée. C'était le week-end dans la province du Lualaba, où nous avons vu une délégation qui venait des Émirats arabes unis, qui ont visité cette province du Lualaba. Vous savez, quand vous gérez une province, il faut la vendre. Il faut inviter les investisseurs afin de venir regarder comment les choses se passent. C'est ce qui a été fait par la gouverneure Fifi Masuka, qui ne cesse jamais de faire mieux pour que cette province puisse aller de l'avant. Je pourrais vous dire qu'il y a au moins 20 entreprises des Émirats arabes unis qui ont signé certains contrats au niveau de l'écologie de la province, afin que cette province puisse encore explorer certaines des opportunités. Aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan de transport, c'est-à-dire il y a beaucoup de contrats qui ont été signés. C'est là, ça m'amène aussi d'inviter d'autres gouverneurs. Je les ai toujours dit, il faut vendre nos provinces, même lorsque le peu qu'on a, le peu qu'on a comme ressources dans la province, il faut toujours toquer des portes de gauche à droite afin de trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que nous sommes habitués dans un pays où on vous nomme un gouverneur qui n'a ni carnet d'adresse, un gouverneur qui ne connaît ni là où commencer, ou bien. C'est pour cela que je l'ai toujours dit. Ici, c'est tellement rare de voir le gouverneur, par exemple, de l'Ituri, fait visite à un gouverneur, par exemple, du Haut-Katanga. C'est tellement très difficile. Et tandis que ce gouverneur... Ça contribue à quoi tout ça? Non, des vrais, c'est fréquenté. Oui. Peut-être de relations qu'a tel gouverneur, ou bien des investisseurs qu'a tel gouverneur peuvent s'intéresser aussi de votre province. Partage d'expérience. Partager l'expérience. Ça ne se fait pas ici. Ça s'est fait avec Moïse, mais ça donnait quel résultat? La plupart des gouverneurs allaient visiter Moïse. Il faut savoir que ça s'est fait avec Moïse Katoubi. Est-ce que ce gouverneur partait principalement pour partager les expériences? Non, il partait pour l'argent.
Ils partaient pour l'argent. Aujourd'hui, nous, on est en train de parler de l'expérience. Ça signifie que nous voulons que l'expérience puisse être partagée. Vous voyez, avec il y a plus une délégation de plus de 50 personnes qui venaient des Émirats Arabes Unis. Mais quand ils sont partis, s'il y a des gouverneurs qui peuvent s'humilier parce que les autres peuvent penser que il y a d'autres gouverneurs qui pensent comme ça. Et tandis que c'est aujourd'hui une référence pour la gestion. Je pense que je termine. Très bien. Monsieur Gandhi? Oui. Salut. Salut. Bah moi, comme biscuit, j'ai toujours une question qui revient comme un marronnier. Laquelle? C'est le transport. C'est gênant. Quand je dis transport, il y a non seulement les moyens de transport, mais il y a aussi les routes qui doivent desservir ces transports. Je pense que le travail est fait pas de bonne manière. On devrait faire travailler les gens qui sont en train de s'occuper de nos routes pour la réfection ou la construction de routes, de faire travailler 24 heures sur 24. Il y a nécessité. Ailleurs, on le fait. On travaille de nuit, on fait les routes la nuit par moment. Pourquoi on ne peut pas le faire ici pour gagner du temps, pour faire en sorte que l'essentiel des routes à Kinshasa ou ailleurs puisse donner des résultats rapidement? En dehors de routes, c'est les moyens de transport. Aujourd'hui, essentiellement, les transports sont dominés par les privés. Dans quelles conditions transporte-t-on le Congolais? Même pire que les vaches. Les vaches sont respectées. Mais la plupart des routes sont en pleine réhabilitation. Mais on peut faire mieux. Une avancée, en fait, en termes des infrastructures. Oui. Non, on a applaudi le fait de ce projet-là de reconstruction de routes. Mais ça va lentement. Même une tortue aurait mieux fait. Pour dire qu'il fallait partir à point, tu vois. Non, mais ça pose un problème. Mais la responsabilité incombe à tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 60. Il n'y a pas eu une bonne gouvernance dans ce pays ici. C'est vrai que tu sais que dit récupère tout le fardeau, mais si c'était fait par Kabila, par père Kabila, etc., on n'en serait pas là. Lui, il est obligé de tout refaire, de tout reprendre en main, et c'est difficile, mais il y a une question de méthode. Côté méthode, il pouvait obliger ces gens-là à faire vite, à travailler 24 heures sur 24. On sent l'opposition, hein? Ouais, Pas quelqu'un des lions sacrés. Non, on ne sent pas l'opposition, on sent quelqu'un qui a des vertus de dire la vérité. Là, il faut dire la vérité pour faire avancer les schmilblick. C'est ça, c'est pas l'opposition. L'opposition, c'est pas... L'opposition, c'est critiquer pour critiquer. Là, je critique, je mets le doigt là où il faut le mettre, puisque c'est au quotidien que les gens souffrent. On souffre des embouteillages puisque les routes, il n'y a pas assez. On souffre des embouteillages puisqu'on n'a pas fini les travaux au niveau des routes. On souffre des embouteillages puisqu'il y a trop de bus en circulation, des minibus là en circulation. On les remplacerait avec des bus avec wagons comme on voit au Brésil, comme on voit dans d'autres capitales du monde. On n'aurait pas ce problème d'être submergé par des petits taxis jaunes là et par les minibus là dans un état lamentable où les gens sont assis sur des bancs. Et quand un policier arrête quelqu'un qui a un véhicule, il peut même te sanctionner pour n'avoir pas mis la ceinture. Et dans les taxibus, là, quelle sécurité les gens ont? Il y a combien de ceintures dans les taxibus? Très bien. Ça pose un problème. C'est juste un biscuit, hein? Il ne faut pas monopoliser la parole. Non, mais je vais arrêter là. Aujourd'hui, on veut reprendre le contrôle technique, reprendre le contrôle des permis et autres. C'est une bonne chose, il faut le faire. Mais on fait le contrôle technique pour quelle route? Puisque quelqu'un peut passer au contrôle technique et faire réparer sa voiture. Au bout d'une semaine, de 2 semaines, sa voiture va tomber de nouveau en panne par le fait que... Mais les différentes routes sont en pleine réhabilitation, en fait. Non, mais ça dure, ça traîne. Allez ailleurs. Tu vois, mais le pays n'a pas qu'une seule priorité, en fait. Non, mais ça devrait être une priorité. Oui. Moi, je te donne un exemple que je connais à Paris, ce qu'on appelle un peu le rocade, hein, le périph'. Mais le périph', quand on sait qu'à un moment donné, il y a des endroits où c'est pas bien, ils travaillent de la nuit, à partir de 21h, il y a des fermetures de certaines artères jusqu'à 5h du matin. Ça fait que, dans la journée, ça ne gêne pas la circulation. Mais ici, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? On voit ici, on a fait le 2/3 du boulot. On a abandonné le chantier pour aller sur un autre chantier. C'est quoi les travaux? Peut-être qu'il s'est posé un problème de moyens. Ah ben, pas peut-être. Dans un gouvernement, on ne peut pas dire peut-être. Le gouvernement a des moyens, peut s'endetter
peut réduire les détournements. Tout cet argent qu'on perd dans les détournements et autres, ça devrait servir à ça. Il ne faut pas poser le problème de moyens. Les moyens, le pays en a. Très bien. Si c'est Traoré, salut. Salut cher Eli, merci de l'invitation. Je salue les téléspectateurs de Kiosque, mais aussi les confrères avec lesquels nous allons partager ce plateau pour discuter des questions qui touchent à la vie nationale. D'entrée de jeu, laissez-moi dire qu'il y a un digne fils du pays, parmi les lieutenants les plus fidèles du président de la République, qui est à la merci des réseaux mafieux. Il s'agit de Doudou Fouamba, ministre des Finances, qui gère avec orthodoxie et catholicisme le trésor public. C'est ce que je suis en train de dire. Mais il y a un dossier contre son ministère, en fait. C'est de ça que je suis en train de Par parler. le ministre de la Justice, en fait. Moi, je suis en train de préciser que Doudou Fouamba gère le trésor public avec orthodoxie et catholicisme. Pas comme les réveils, non. Donc, c'est pour dire que un lieutenant aussi valeureux et fidèle, on ne peut pas le laisser à la merci des réseaux mafieux dans lequel se recrutent des entreprises telles que Pay Service, cette entreprise américaine qui, n'est-ce pas, aurait déposé plainte contre le cabinet de Doudou Fouamba. Je note que cette même entreprise, la licence lui avait été retirée par un tribunal fédéral américain d'œuvrer en tant que banque. C'est justement au nom des dossiers mafieux dans lesquels elle avait été impliquée. Il y a même d'autres décisions de justice prises de 2022 à 2024 concernant cette même entreprise. Mais c'est ici au Congo parce qu'on nous considère comme le tiers-monde où les entreprises bannies là-bas et comment dire, non grata là-bas qui viendraient ici pour pouvoir faire les affaires et récupérer indûment l'argent du peuple congolais pour aller nourrir et alimenter leur réseau mafieux. C'est comme ça que j'encourage le ministre Doudou Fouamba à tenir tête. C'est vrai que le réseau est suffisamment implanté, mais écoutez, il faut du courage pour pouvoir ouvrir un front contre ces gens-là. Et il fait déjà preuve de courage. Et c'est comme ça que nous le soutenons pour qu'il ne baisse pas les bras. Doudou Fouamba, de la vie de nous-mêmes en tant que Congolais, de la vie de tous les fonctionnaires de l'État pour lesquels il passe pour un chouchou, de la vie de tout le... Non, il ne faut pas toucher les points vulnérables parce que laissez-moi évoluer, Doudou Fouamba est à la base de tous les mots. Au moins, Donc, les fonctionnaires de l'État aujourd'hui, ils sont payés en retard depuis son avènement, selon certaines indiscrétions, depuis son avènement à la tête de ces ministères. Les fonctionnaires de l'État sont payés en retard. Il faut même pas... Il faut que tout le monde va fonctionner parce qu'ils sont en colère contre Doudou Fouamba. Ça, c'est toi qui l'as dit. Mais moi, je te dis que Doudou Fouamba, c'est le chouchou des fonctionnaires de l'État depuis... je te dis. Alors, il faut préciser que dans sa façon de gérer les finances publiques, vous vous rendrez compte qu'il y a un net écart comparé à ses prédécesseurs. C'est que l'amélioration dans le paiement à temps. Mais je te dis, il y en a qui ont cumulé des 2-3 mois. Je te parle des faits. C'est vrai qu'il y a des imperfections, mais ce ne sont pas des imperfections à comparer avec ses prédécesseurs. Qui pleurent. Calmez-vous d'abord, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit ici que Doudou Fouamba. Je te cite le cas de la DGI. Est-ce que j'ai encore la parole? Tu as la parole, tu as ma protection. Si j'ai encore la parole, donc laissez-moi parler. J'étais en train de dire, oui, dans la gestion de Doudou Fouamba, il y a des petites coquilles à pouvoir améliorer. Mais ça viendra avec le temps. Je ne dis pas que la gestion est parfaite à 100%. Mais il faut payer aussi. Calmez-vous. Calmez-vous d'abord. Les salaires mais seulement la nette amélioration. Finalement, tu vas gâcher l'émission. C'est bon, vous avez la parole. Je vais finir. Je veux préciser que la nette amélioration qu'il y a dans les efforts, dans les efforts fournis par Doudou Fouamba, notamment dans les réformes, ne sont pas à comparer avec le fossé qu'ont laissé ses prédécesseurs. Donc, comme il y a amélioration, voilà pourquoi nous le plébiscitons comme champion de la gestion catholique et orthodoxe des finances publiques. Lorsque nous le comparons aux prédécesseurs, je ne dis pas que Doudou Fouamba atteint les 100%, non.
Mais il a mieux géré que ses prédécesseurs. Donc, on voit le souci de pouvoir améliorer. C'est là où nous l'applaudissons. Oui. Parce que le souci est visible d'améliorer la gestion, de la rendre orthodoxe. Quoi de plus normal que de l'encourager? Et que lorsque nous réalisons qu'il est à la merci de certains réseaux mafieux qui voudraient lui régler des comptes parce qu'ayant refusé d'entériner tel ou tel autre paiement indu, nous ne pouvons que le défendre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui fait Elie, bien l'apologie de Doudou Famba, c'est Cissé Traoré. Je Oui, vous avez la parole. ajouter quelque chose. Vous savez, lorsqu'on parle de paiement pour ce mois de décembre, où on a connu de retard, il faut faire une différence. Au ministère de Finances, tout a été déjà décaissé. Le problème, ce sont nos banques. C'est avec nos banques où il y a de retard. Et vous voyez de multitudes de personnes dans nos banques. C'est sous son autorité. Et c'est par là qu'il faut maintenant trouver encore, renforcer les mesures pour que ces agents puissent être mieux servis. C'est pour cela quand vous prenez 10e, 11e mois, on n'a pas vu les fonctionnaires s'inquiéter. C'est parce qu'on était presque dans des festivités de la fin. Aujourd'hui, on est les 20. Et c'est pour cela que je vous dis, vous savez qu'est-ce qu'on attend pour vous savez une chose, ce que je voulais dire. Oui. Au Congo, on aime trop tuer nos héros. Voilà. C'est-à-dire des gens qui essayent au moins de faire bien. Vous savez, je n'aime pas trop parler de Doudou Famba, mais laissez-moi dire un mot parce que Cissé l'a évoqué. Doudou Famba, quand il est arrivé au ministère de Finances, il a eu à amener de réformes, stopper certains mafias qui s'est déroulé au sein de ce ministère, et ça pèse sur beaucoup de ministères que vous voyez, même certaines des entreprises. C'est pour cela il faut faire partir l'homme. Et ces problèmes interviennent déjà lorsqu'on soupçonne déjà dans notre gouvernement de remaniement, qu'on voit ces genres de problèmes se soulever. Doudou Famba arrive au ministère de Finances. Il y a eu plusieurs réformes qui ont été engagées. Des investissements publics ont été relancés. Une mobilisation accrue de recettes. Il y a une discipline budgétaire renforcée, où les gens venaient, ils peuvent faire n'importe quoi, on vous paye des factures comme on l'a connu avec l'ancien ministre, on vous dit des urgences, et des urgences là qui n'aidaient pas la République démocratique du Congo, qui étaient à la merci des individus, qui partaient avec en France, à Dubaï, pour aller fêter avec cet argent, revenir après. Aujourd'hui, on parle de la stabilité des cadres macroéconomiques. C'est le travail réalisé par Doudou Famba. Non, pas totalement. Non, je dis, il est parmi. Je dis, c'est parce que vous ne pouvez pas exclure le ministre des Finances dans ça. Non, moi, je peux compléter puisque c'est des... Je voulais terminer. Je voulais terminer. Il y a le renforcement de la politique budgétaire et aussi la lutte contre la corruption antivalaire qui s'est passée au ministère des Finances. Tout ce que vous voyez, j'ai eu certaines des informations pour dire que depuis que le nouveau ministre de la Justice est là, rien ne marche dans ce ministère. Parce qu'il accuse... L'exemple, selon certaines informations que j'aurai, Moutamba a laissé 8000 prisonniers à Makala. Aujourd'hui, on vous parle de 16 000 prisonniers qui n'ont pas des endroits pour dormir et qui partent là-bas dans des dossiers de téléphone. Et dans tout ça, qui est encore la faute? Mais le ministre de la Justice, il n'arrive pas à gérer bien son secteur. Oh. J'aurais... si on laissez-moi parler, j'aurais des informations que les prisonniers ne mangent pas encore comme c'était dans les temps de Moutamba. Et au moment où l'argent sort. Donc, le prisonnier ne mange pas comme autant de Moutamba. Allez-y à la prison centrale. Allez-y dans des prisons, demandez aux prisonniers, est-ce que vous mangez comme dans le temps de Moutamba? Ils vous diront non.
Dans ce qu'on peut conclure et que il n'y a pas même de place à dormir pour certains détourne prisonniers. l'argent des... Je n'ai pas dit ça, mais moi je parle de faits. Vous l'avez C'est au affirmé. Congolais. Non, je n'ai pas affirmé. Je prison. n'ai pas affirmé. Oui. J'ai dit, j'aurais appris que Moutamba avait laissé 8000 prisonniers. Aujourd'hui, on en parle de 16 000. Les prisonniers ne mangent pas encore bien. Il y a des prisonniers qui manquent là où dormir. Et allez-y à la prison centrale pour vérifier cette information. Ils sont sous la Très bien, tutelle on ne doit pas du s'éterniser ministre. là-dessus. Non, mais un petit Non, mot s'il quand vous plaît, même, s'il vous pour plaît. équilibrer Non, les non, non, choses. on ne doit pas Non. s'éterniser Non, là-dessus. passons au vrai débat. Passons au débat du jour, tel que je l'ai annoncé Non, au mais début c'est de un sujet l'émission. qui est maltraité. Dans Il y a ton juste temps un son d'antenne, de tu cause. vas avez profiter. une minute, alors. Dans ton temps d'antenne, Je vous dirais profitez. l'essentiel. Non, je dirais l'essentiel. Il ne faut pas attribuer à l'actuel ministre des Finances les éloges que les autres n'ont pas pu faire ça. Quand on prend que le secteur de la macroéconomie, la macroéconomie, tous les secteurs sont au niveau indicateur, au vert, applaudissements. Mais ce n'est pas simplement le fait du ministre, c'est le fait aussi du fait des matières premières. Nous, pour l'essentiel, notre croissance vient du fait de l'extraction de nos matières premières. On ne gagne même pas beaucoup. D'ailleurs, il devrait travailler. Travailler, c'est quoi? Toutes les matières premières qu'on vend à l'extérieur, il était dit, il est inscrit dans les règles. Cette société devrait rapatrier 60% de leurs gains au Congo. Pas que l'État s'en approprie, mais au moins que ça soit dans les circuits financiers. Ça aurait pu aider au niveau budgétaire, ça aurait pu aider au niveau de la valeur de la monnaie. Ils ne le font pas. C'est ce genre de travail qu'on attend d'un ministre. Ça, ce travail-là, il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il y a quelques fonctionnaires. C'est le ministre des Finances. C'est le ministre de Finances. De pousser, puisque ça rentre. Mais aujourd'hui, quand on parle mais que je termine, je vous ai laissé parler. Macroéconomique, Aujourd'hui, il y a des... parce qu'il a C'est la secoué. contradiction. mais C'est pas un problème. Oui. Aujourd'hui, il y a le secteur de la DGI, des GIRAD et autres, ces gens-là, ces fonctionnaires-là, ceux qui travaillent pour pouvoir ramener des recettes au sein du gouvernement. Oui. Mais nombreux sont ceux qui attendent depuis plusieurs mois des gratifications, c'est-à-dire on leur donne des primes, qui attendent des primes pendant des mois et des mois. À la DGI, il n'y a pas de prime. Et Il n'y a je connais la C'est juste DGI. une question que je vous ai Il posée. y a des primes. D'ailleurs, ils Mais vivent vous grâce voulez aux pas primes. encore. Ils vivent grâce aux primes, pas grâce au salaire. Ils ont le salaire comme les autres Lorsque j'ai fonctionnaires. dit, qu'est-ce qu'ils veulent encore? Mais ils veulent des Revenons au primes. débat, Mais il y a un Mais il y a retard des au niveau des primes. À la primes. DGI, il y a des Au primes. Si quelqu'un vous dit à la niveau DGI, réserve, sachez que les réserves que nous avons, c'est grâce à l'endettement qu'on a auprès de la Banque mondiale et du FMI. C'est ce qui nous fait qu'on est aujourd'hui à plus de 7 milliards. Et la stabilité qu'on a, Non, c'est parce que ça ne vient il y pas a- des recettes. Non, j'ai dit, et la stabilité. Et pour terminer, un point dont on ne parle pas souvent, Oui. la dette S'il vous intérieure, plaît, s'il vous plaît. la dette intérieure est importante. Cette dette intérieure Va permettre- n'est pas financée. Oui. Au contraire, s'il était un bon ministre, il devrait commencer par payer la dette intérieure. Certains d'entre nous attendent de l'argent Est-ce de que l'État. L'État nous doit payer de l'argent. la dette intérieure, ça demande pas... Ça demande Une politique. Il y aura Oui, pas c'est- d'injonction Mais- par rapport à ça. Payer la dette... Les gens qui nous ont suivis ont compris. Ils ont compris quoi? Ils ont compris qu'on ne paye pas la dette intérieure. On doit beaucoup aux nationaux, aux entreprises, aux individus. Mais Famba a combien de mois au gouvernement? Et qui va prendre la décision de payer la dette intérieure? Non, mais Ben, si... c'est le ministre, entre Non, autres. mais c'est lui. Non. Eddy, Oui. même si que Famba, comme il le dit, il doit payer La dette intérieure. la dette intérieure. Mais il y a d'abord des urgences au pays que La Famba guerre. devrait intervenir. Il y a la guerre dans cette Non, situation il de n'y a pas que la guerre. guerre, il y a un budget qui est... Mais tout l'argent ne va pas à la guerre. finance, qui donne l'argent? Mais tout l'argent ne va pas à la guerre, n'est raconté par... Non, mais il y a, à part Il y a la un guerre, budget. S'il vous plaît. à part la guerre, il y a la gratuité de l'enseignement, il y a la gratuité de la maternité, C'était même pas le débat du jour. il y a la gratuité de la Alors, comme vous avez ouvert le bal... On doit cette fois-ci entamer le sujet du jour. Si c'est Traoré, je commence par vous. Les retraits de M23 au Vira, comment interprétez-vous ces retraits? Merci de la question. Le retrait du M23 de la ville d'Ouvira est, comment dire, la résultante de la pression diplomatique qui s'opère sur le plan international par la task force congolaise menée par Madame Thérèse Kaikwamba. Il faut noter aussi que la pression s'est accélérée du fait de
la plénière extraordinaire qui est projetée au niveau de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique ce 22 janvier, laquelle plénière du sous-comité Afrique est axée sur l'examen, l'examen, appelons ça comme ça, du processus de paix de l'accord de Washington entre le Rwanda et la RDC sous la médiation américaine. Étant donné que, d'après les bruits de couloir, le Rwanda a appris que le ton avait monté d'un cran et que le dossier avait été amené au niveau de la plénière du sous-comité de la Chambre des représentants pour pouvoir voir quelles sont les avancées depuis la signature du dit accord, et qu'à l'issue de cet examen, des sanctions devraient être prises à l'endroit de ceux qui piétinent la mise en branle de l'accord. Ils ont compris et ils ont commencé à accélérer les signaux de bonne foi pour donner l'impression qu'ils sont en train d'exécuter l'accord. C'est comme ça que vous observez ce retrait, mais cependant, la partie congolaise, l'attitude devrait être celle de forcer le M23 à libérer Goma et Bukavu, pas que Uvira, je parle, c'est-à-dire toutes les entités sous contrôle du M23. Mais l'administration ne peut pas donner sa position quant à ça. Après Uvira, ça sera maintenant le tour de Goma et Bukavu. Oui. Mais justement, j'ai dit que c'est l'attitude qui devait être celle de la partie congolaise. Insister, faire du bruit, mettre de la pression, donner l'impression que c'est déjà acté. Attendez, ce n'est pas parce que c'est acté que pour autant c'est fait. Moi je parle de faire. Le faire c'est différent de acter. Acter sur le papier. Vous comprenez? Lorsque l'accord avait été signé, il y a beaucoup de choses qui avaient été actées à Washington, mais qui n'ont jamais été faites. Vous comprenez? Je suis dans le faire. L'attitude de la RDC devrait être celle-là, de réclamer l'effectivité dans les faits, sur le terrain. C'est bien bon l'attitude de la médiation, de faire de la pression, mais nous, en tant que partie prenante à l'accord qui subit les méfaits de tout ce qui est occupation, patati patata, nous exigeons des faits. La pression, c'est bon, la pression diplomatique est très bonne, mais faites en sorte que cette pression ait comme résultante l'observance effective sur le terrain. Mais si c'est trop vrai, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se réjouir devant une telle évidence, crier à une victoire diplomatique, alors que sur le terrain, Bobundi n'a bien noté? Non mais attends, on n'a pas que... La guerre peut se gagner du point de vue militaire et du point de vue économique, et même du point de vue diplomatique. Une guerre, c'est pas forcément les armes. Vous comprenez? C'est notamment aussi la diplomatie. Donc si vous la gagnez du point de vue diplomatique, c'est un effort. Ce sont des efforts qui méritent d'être salués. C'est pas en vain que la FCM 23 et le Rwanda se retirent d'Uvira et des autres entités. Ce n'est pas parce que Kinshasa a des beaux yeux, non. C'est parce qu'il y a des efforts qui avaient été consentis. Il y a de l'argent qui avait été injecté dans les démarches diplomatiques. Il y a des gens, des efforts, des énergies, des intelligences qui sont mises à profit pour obtenir ces résultats. Par conséquent, on peut s'en réjouir. Donc, on n'attend pas seulement que les FRDC se battent, mais on attend aussi que la diplomatie agisse pour que celle-ci influe sur la réalité militaire sur terrain. Très bien. Mais quand vous dites que Burundi n'a bien noté, ça aussi c'est faux. Est-ce que toi tu n'apprends pas chaque jour ici les leaders de l'FCM 23 déplorer qu'ils subissent des bombardements de la part des FARDC et des Ouazalènes? Pour les cas d'Ouvira. Oh, mais attends. Ça... Il y a un repli stratégique, non? Calmez-vous, chérie. Oui. Mais si vous faut revenir au fait, si vous dites ça, il y a eu un repli stratégique qui a permis aux rebelles d'accéder. Arrêtez de dire ça. Les rebelles ont accédé à Uvira, oui, après un retrait de la part des FARDC. Mais aujourd'hui, ils en sortent après avoir subi des revers. N'est-ce pas eux-mêmes, avec leurs leaders qui ont dénoncé des bombardements, des drones qui auraient bombardé, qui auraient l'aviation militaire des FARDC
qui a bombardé ça et là, dans certains coins d'Ouvira. Ça, c'est pas de combat, ça. Donc, croyez que le retrait de l'AFC/M23 d'Ouvira n'est pas exclusivement le résultat du front diplomatique. C'est parce que sur le front militaire, il y a aussi eu des combats. Les FRDC ont fortement bombardé les positions ennemies et ils ont subi des pertes lourdes. Ils les ont dénoncées eux-mêmes. Mais maintenant, quand vous dites que Bobundi n'a pas noté, je ne comprends pas, vous faites preuve de sous-information, vous, journalistes. Ça m'étonne, moi. Ça m'étonne que tu puisses dire ça, Chérédi. Mais c'est qu'on dit. Oui. Vous avez suivi l'argumentaire d'Ississé Traoré, qui a dit du reste que l'épisode d'Ouvira dévoile aujourd'hui les limites des pressions diplomatiques ponctuelles. Mais si une injonction américaine a pu contraindre le M23 aujourd'hui à un retrait tactique, vous ne voyez pas qu'elle n'a pas pu, ou bien ces retraits n'ont pas été accompagnés d'un plan robuste et immédiat pour ne serait-ce que garantir une transition sécurisée sous l'égide exclusive de l'État congolais. Oui. Non, moi, je voudrais qu'on retienne qu'on est à un moment difficile dans notre pays. 30 ans de guerre, qui n'était pas une guerre, qui était l'intrusion de Rwandais dans notre République, sans qu'il y ait affrontement. Puisque, tu l'as dit, plusieurs fois, il y avait toujours des replis stratégiques. Oui. Plusieurs fois, il y avait des généraux qui étaient corrompus, qui reculaient, qui laissaient la place au Rwanda. Et dans ça, il y a eu des enquêtes des grands médias qui démontrent que nos généraux, pendant des années, se sont enrichis par ce truchement-là. De ne pas affronter le Rwanda, de faire en sorte que la guerre continue et qu'eux aussi profitent de ces exactions pour s'enrichir avec de l'or, avec d'autres minéraux, etc. Ceci dit, il y a des enjeux aujourd'hui qui font qu'on sera sauvé. Il y a des enjeux d'hégémonie américaine. Les États-Unis d'Amérique veulent occuper seuls la tête du monde. Pour ça, ils ont besoin... Sans partage, en fait. Sans partage. C'est-à-dire, même s'il y a partage, qu'ils aient une part importante. Aujourd'hui... L'ambition belliqueuse. Oui, mais ça a toujours été comme ça. Hein. Quand tu regardes même... comment je peux appeler ça, la doctrine Monroe du 19e siècle. Mais on est dedans. C'est-à-dire, leur esprit d'expansionnisme ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, les terres qu'ils ont récupérées des États-Unis, qui appartenaient à la France, qui appartenaient au Mexique, qui appartenaient à pas mal d'États, ils l'ont fait. Ils l'ont fait ou ils rachètent, ou alors ils le font par la force. C'est un peu ce que vous avez toujours regardé dans le film western américain. C'est un peu la politique américaine aujourd'hui. Mais en même temps, nous, ça nous sauve. On est entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire pas assez de pouvoir, mais en même temps, on voudrait récupérer un minimum. Puisque si on laisse les choses se faire, l'Occident continuera à exploiter notre pays dans le même sens qu'il l'a exploité au travers du Rwanda. Alors qu'aujourd'hui, avec les Américains, ce sera aussi l'exploitation. Les win-win, non? Oui, ce sera aussi l'exploitation. Mais la différence, c'est qu'avec l'exploitation américaine, on aura, parmi les deals qu'on a signés, la transformation de nos matières premières sur place. Ce qui va rajouter une plus-value par rapport à ce que nous allons recevoir. Il n'y aura pas bradage de nos minéraux. Pas de bradage. Non, mais c'est bradé aujourd'hui. On ne reçoit que 10%. Vous n'avez pas voulu que moi... Vous contredisez le chef de l'État qui a... Non, il peut vous le dire comme je l'ai dit. Non, jusqu'à ce jour... Non, t'as pas compris. T'as pas compris ce que j'ai dit. Dans le pillage qui s'opère. Dans le pillage qui s'opère. Même dans les contrats. Non. Dans le pillage, on ne gagne rien. Et en plus, là, on pense gagner, on gagne 10-12% de la valeur de nos minéraux. Alors que si ces matières sont transformées, même les 10-12% là seront plus importants que ce que nous gagnons aujourd'hui, puisque on vend des matières brutes. Alors avec la politique américaine et les deals que nous avons ensemble, l'essentiel des produits seront transformés ici. Avec cette transformation, on gagnera plus.
Il y a eu déjà un départ là, on n'en parle pas au niveau de la presse, mais je vous informe que la semaine dernière, on a déjà renvoyé aux États-Unis plus de 100 000 tonnes de nos matières pour du cuivre. Et sur une année, on pourra envoyer même 500 000 tonnes raffinées ici. On n'en parle pas au niveau de la presse. Le premier raffinage pour les matières premières avec Kamoa, c'est fait déjà. Regardez ce qui est fait avec Kamoa, si c'est fait à grande échelle. Quelle recette nous aurons? Est-ce qu'on peut tirer des dividendes pouvant nous permettre de développer les pays face à ça? Mais c'est ça. Et surtout par le fait de transformer certaines matières ici. C'est pour ça que je salue la ténacité du président de la République, appuyé par Kaï Kwamba. Mais je salue leur ténacité. Aussi la résolution 2808, les gens ne parlent pas de ça. Mais aujourd'hui, on a donné aux Nations Unies, aux forces des Nations Unies, la possibilité de pouvoir défendre le territoire congolais dans la résolution 2808. C'est lui qui a la tête de ces contingents-là. C'est un Américain. C'est pas le jeu du hasard. À côté de cela, on n'en parle pas aussi beaucoup. Il y a l'Africom, qui sont les forces africaines gérées par les Américains, financées par les Américains, qui sont en alerte. Il y a aussi les chefs d'état-major et les ministres de défense qui se sont réunis il y a une semaine et demie en Zambie, exactement à Livingstone. Mais tout ça concourt à dire qu'on est prêt à ce qu'il y ait le top départ pour bouter l'ennemi dehors, donc Kagame dehors. Donc il y a tous les éléments, aujourd'hui pour dire qu'on peut espérer aller vers la paix, on peut espérer que le deal avec les Américains soit traduit sur place au niveau du terrain. Mais cela suppose que nous aussi, au niveau gouvernance, au niveau de l'administration, qu'on revoie les choses dans le bon sens. Très bien. Félix Chamala, je reviens à vous. Avec ces retraits, juin 23 de la ville d'Uvira, faudra-t-il admettre que la communauté internationale, mais également la République démocratique du Congo, font face aujourd'hui à un test concret qui consiste donc à démontrer aujourd'hui leur capacité à traduire une victoire tactique à une stabilité durable? Bon, je pense que le retrait de M23 à l'AFC à Uvira, c'est une très bonne chose qu'il faut féliciter, mais la question reste à se poser. Oui. Il y a le retrait du M23 et l'AFC. Est-ce que notre gouvernement sera capable d'installer l'autorité de l'État comme ça a été? Parce que nous avons un problème, et que lorsque on récupère un village, on récupère un territoire, on n'a pas la totalité de la sécurité de ce village ou de ce territoire. Il y a toujours des failles. C'est comme il n'y a pas l'existence de nos services, il n'y a pas de services de sécurité, il n'y a pas l'armée, parce qu'il faut se dire, lorsque le M23 se sont retirés de l'AFC, ils sont retirés à Uvira, le premier à y entrer pour protéger la population d'Uvira, c'était les Wazalendo. Et les Wazalendo, les autres qui se sont vus sans armes, ils étaient dans des difficultés. Il y a eu même une partie de la population qui a profité un peu pour saccager certaines choses. Et après, il y a eu l'intervention de nos FARDC. C'est pour cela, moi, je l'ai toujours dit, ok, aujourd'hui, on verra, demain, on parlera de tel village, on parlera de telle ville, que l'ACM23 ont récupéré. Mais moi, je ne veux pas que ça puisse être une récupération d'un temps. Si aujourd'hui nous sommes déjà engagés dans des discussions où on a vu à Washington, en Doha, et aujourd'hui il y a déjà une sorte de dialogue qui s'est déjà annoncé, et moi je l'ai dit, ça a déjà même commencé lorsque vous voyez Doha Lorenzo, qui est le président de l'Union africaine, qui invite la délégation de la M23FC, l'ancien président Joseph Kabila, et on voit comment les choses, il y a même déjà une composition de présidents qui vont faire
qui vont faire une médiation. Ça montre aujourd'hui que, sur le plan diplomatique, le président de la République, avec le gouvernement, sont en train de faire un grand travail. Le travail que nous puissions avoir la paix dans la partie est de la République. Mais une chose que moi je me pose, ok, nous allons mettre notre confiance aux États-Unis, donner la confiance, se rassurer avec tout ce qu'on pourra se rassurer, mais lorsque on ne se prépare pas à l'interne, enfin de réorganiser l'armée, en fait. Maintenir une armée forte, Oui. parce que je l'ai toujours dit, maintenir une armée forte, ça provoquera de problèmes. Par exemple, quand vous prenez ici, vous partez vers Kinshasa, à Maluku ici, il y a les Mombondo. Vous voyez comment ces gens vous tuent. C'est-à-dire, tuent le Congolais chaque jour, et il n'y a rien. Il y a des mesures, des fois on prend des mesures, mais qu'on n'arrive pas à respecter. Tandis que nous sommes presque en pleine capitale. C'est pour cela, je l'ai dit, récupérer Ouvira aujourd'hui, Goma, Bukavu, allez, c'est partout, c'est mieux. Maintenant, il faut préparer une armée qui sera une armée forte, une armée qui va contrôler bien nos frontières, non pas une armée qui va faire que de répliques stratégiques. Parce que lorsque, moi je l'ai toujours préféré, que le président de la République puisse chercher tous les chemins pour au moins retrouver la paix. C'est pour cela aujourd'hui, vous avez vu le président revenir encore en Angola, chercher de quels moyens on peut causer entre Congolais, et causer entre ceux qui font la guerre dans la partie est de la République, enfin justement de trouver la paix. Est-ce que le dialogue dont vous faites allusion, oui, ça va aboutir par rapport aux préalables qui vont être posés en fait? Mais moi je ne voulais pas dire que, moi je ne voulais pas dire que ça va aboutir parce que le dialogue a déjà commencé. Le dialogue a déjà commencé. C'est le pré-dialogue. Mais ce que j'ai dit, ça a déjà commencé. C'est le pré-dialogue. Non, le pré-dialogue, mais ça a déjà commencé avec Lorenzo. Et il y a déjà la composition de 6 présidents ou 5 présidents africains qui devraient maintenir la médiation. Vous avez vu le prêtre catholique y était, Joseph Kabila y était, il a envoyé même ses émissaires. Il y a l'AFC, l'M23, ils étaient là-bas. Je pense cette semaine. Mais ils ont posé des préalables en fait. En suivant Lorenzo, il y a une délégation qui va venir rencontrer les opposants de Kabound, de Martin Fayoulou, enfin. Mais moi je me dis, poser des préalables en ces moments, c'est pour profiter quoi? Parce que quand je comprends par exemple comme nos prêtres catholiques, parce que des fois je viens des écoles catholiques, mais des fois ça m'est tellement très difficile d'identifier certains prêtres pour l'instant. Parce que comment vous pouvez vous déplacer? Vous partez à l'Angola, mais vous jugez, bon, quand vous prenez tous ces opposants-là, que ce soit le Fayoulou, le Kabound, le Sisanga, les Katoumi, ils se cachent que derrière le prêtre, et quand vous prenez le prêtre, ils partent là-bas, pour eux, qu'ils puissent toujours être à la médiation, parce que je ne sais pas si, pour eux, ils se voient comme de saints, de gens. Non, la première des choses que nous devrions savoir est que nous avons d'abord une opposition faible à l'interne. Cette opposition s'est vue dans des difficultés. Peut-être par ce moment, dans le temps de l'UDPS, on voyait des routes où il y avait même des journées villes mortes. Aujourd'hui, l'opposition n'est pas capable de réunir ces gens, c'est-à-dire de multitudes de personnes, afin de faire mal au pouvoir. C'est pour cela qu'ils sont en train de se cacher derrière la SENCO et le SCC. Pour eux, dans leur tête, sans SENCO, sans SCC, ils ne peuvent pas aller discuter, ou bien ils ne peuvent pas aller faire quoi? Donner leur point de vue sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est pour cela, moi, je demande au président de la République que ce dialogue soit un dialogue de vérité, un dialogue où la paix va se rétablir totalement et définitivement dans la partie est de la RDC. Qu'on ne puisse pas revenir sur le même cas, parce que je l'ai toujours dit, j'écoute des gens parler, il y avait San City, Kabila, Reni, Mbemba, les Arias, ainsi de suite. Non, c'est des contextes différents. Ce n'est pas le même contexte. En ce moment, Kabila venait
comme président qui remplaçait Laurent Désiré Kabila. Il n'était pas élu, il n'avait pas un mandat, et le pays était occupé par de rebelles. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait réunir les autres afin de trouver le voies et moyens pour mettre la paix. Aujourd'hui, la situation est différente. Tshisekedi n'est pas entré par un coup d'État. Tshisekedi n'a pas remplacé quelqu'un. Tshisekedi est passé par les élections. Et par les élections, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, Tshisekedi aujourd'hui avec le pouvoir, on devrait inviter, c'est-à-dire ceux qui ont pris des armes, de venir discuter avec le pouvoir qui existe. Et ce n'est pas demander comme le temps où non, Kabila a accepté de partager son pouvoir avec les MLC. Non, Kabila n'était pas élu. Kabila n'était pas un peu, il est venu comme ça, brusquement, il est entré et il a trouvé cette situation. Et ces gens-là qui ont fait, qui étaient en train de faire la guerre, c'était sur base de certaines... Mais vous ne voyez pas qu'avec cette attitude, oui, vous risquerez de bloquer ces processus du dialogue? Non, mais comment? La finalité du dialogue en République démocratique du Congo reste et demeure le partage de postes. Non, vous savez un problème. On ne refuse pas de partage de postes, ainsi de suite. Mais je voulais faire comprendre aux gens que comparer ce partage de postes Kabila 1+4 avec les autres, ce n'était pas comme ce que Tshisekedi est en train de vivre aujourd'hui. C'est par là quand vous voyez le Nanga et les autres vous parlez dans la partie est que nous devons créer un État fédéral où nous allons gérer où nous allons gérer nos biens, où nous allons gérer nos choses facilement, ainsi de suite. C'est pour cela que je l'ai toujours dit. Il est temps aujourd'hui de bâtir un Congo. Et le Congo que nous devrons bâtir, ce n'est pas un Congo où nous allons discuter avec des gens, première case de départ, partage de postes. Non, ça ne devrait pas encore se passer comme ça. Parce que aujourd'hui, nous avons intérêt. C'est au Congo qu'on tue. Nous savons que Kagame utilise certains de Congolais et certains de Congolais qui sont lésés, justement, compte tenu de certains comportements qui se disent que oh non, on a pris telle de mes choses, ou quand Tshisekedi ne devrait pas être là, pour ainsi de suite. J'ai compris. Il y a certains des opposants. Pour eux, le problème, ce n'est pas la gestion de Tshisekedi. Pour eux, ce n'est pas comment le pays est géré. Pour eux, le problème, c'est la personne de Tshisekedi qui devrait quitter et laisser le pays. Mais ce n'est pas que c'est une impact normal. Attendons, partons aux élections, parce que c'est le seul moyen que notre constitution prévoit. Alors, on devrait au moins différencier cette situation qui s'est passée quand Kabila est arrivé au pouvoir. Ni élection, Kabila tombe comme ça au Congo, et il est président. On se dit on a un nouveau président qui n'était pas élu, qui n'avait pas un mandat, justement, qui trouve la guerre, il réunit les autres, on fait la paix. Faire ça, comparer ça à Tshisekedi qui est élu. Si vous voulez faire de tels genres de choses, il faut encore demander le peuple, aller vers le peuple, poser des questions. Parce que là, si aujourd'hui ces gens-là qui disent que non, il faut mettre Tshisekedi de côté, c'est-à-dire, vous êtes en train de bafouer le choix du peuple. Le choix du peuple, c'est le peuple est allé au référendum pour avoir une constitution, et cette constitution prévoit deux élections. Oui. Ça signifie que lorsque vous voulez mettre Tshisekedi de côté, quelqu'un qui n'a pas terminé son mandat, moi je pense que vous êtes en train de bafouer la population, ou de bafouer ce que la population a décidé. Très bien, changeons de chapitre. Parlons cette fois-ci de cette question des arrestations des cadres proches de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo. Si c'est Traoré, je commence ce deuxième tour de table avec vous.